Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné, c'est l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial puisqu'on parle pour la première fois du cinéma coréen sur la chaîne avec le tout dernier Park Chan-wook, c'est Aucun autre choix. Tout de suite, le jingle, let's go! Les amis, tout de suite, nous sommes de retour sur le plateau et je vais accueillir les chroniqueurs qui sont présents. Alors, nous avons un chroniqueur habitué déjà pour commencer, c'est Tom. Bonjour tout le monde. Bonjour à Tom. Et puis deux nouveaux chroniqueurs, sans plus tarder. Mais ce n'est pas non plus des inconnus à Radio Ciné. On commence déjà par Guillaume Volant, qui est ici, qui est un monteur qui en fait est présent sur la chaîne, mine de rien, depuis longtemps. Il a monté en direct plusieurs des émissions en fait de l'assaut. Et puis il est également rédacteur en chef de l'Hebdo Ciné, qui est un journal de cinéma. Lisez-le, voilà, enchanté. Enchanté, il est rapide, mais voilà. De toute façon, on reparlera à la fin un peu de toutes ces activités voilà, diverses, variées au sein de l'assaut. Et nous avons Noah Aubert. Salut à tous. C'est ravi de te voir, Noah. Donc, tu es réalisateur, tu as aussi une entreprise de vidéos, et puis tu es aussi président d'une autre asso, une asso avec qui on a déjà collaboré en fait à Radio Ciné, c'est les Désinvoltes. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Non, bah c'est exactement ça. T'as tout donné. Génial. Bon, on va avoir l'occasion cette fois de parler de cinéma coréen. Rappelez-vous, la dernière fois, on parlait de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. On a fait 2 émissions déjà sur la série de films. Et on s'est dit qu'on voulait changer et mettre à l'honneur Park Chan-wook. Je trouve ça très drôle puisque ici, parmi les chroniqueurs, il n'y a que des admirateurs. Alors, je ne sais pas si on peut dire admirateurs, mais en tout cas des personnes qui aiment beaucoup Park Chan-wook. Mais ça va porter justement un débat pour savoir, après toutes ces années, puisque voilà, Park Chan-wook, depuis la fin des années 90, c'est un réalisateur qui est quand même assez connu, qui a eu de nombreux prix. Est-ce que voilà, en 2026, Park Chan-wook est encore à la hauteur, fait encore des films qui font ravir tous les cinéphiles. Donc le film dont on parle, c'est Aucun autre choix. C'est une adaptation du Couperet. Alors le Couperet, c'est quoi ? Vous me demanderez. Le Couperet, c'est déjà un livre de Donald E. Westlake. Excuse-moi pour la présentation. Pareil pour les noms coréens. Je sais que je ne présente pas très bien la présentation, donc excusez-moi pour ça. Voilà. Mais donc le Couperet, c'est un roman américain et en fait ça avait déjà été adapté par un Français, par Costa Gavras. Alors Costa Gavras, il me semble qu'il est aussi d'origine grecque, mais en tout cas voilà, ça a été un film finalement qui a une lignée internationale entre la France, les États-Unis à l'origine et puis maintenant la Corée du Sud. Et donc c'est un thriller, comédie noire et drame social. Et parmi les acteurs, on compte donc déjà la star qui est Lee Byung-hun et Som Ye-jin. Voilà, alors je vais pas non plus m'étendre trop sur les paroles. Donc il a été tourné à Séoul, il dure un peu plus de 2 heures. Et il est sorti pour la première fois en septembre 2025. En Corée. Alors, rapide synopsis déjà pour ceux qui nous suivent. Des fois, il y a des gens qui n'ont carrément pas vu les films. Donc, je trouve ça important, dans tous les cas, voilà, de faire un synopsis rapide du film pour qu'on sache de quoi on parle pour le reste de l'émission. Alors, le film suit Yo Man-soo. Donc, c'est le cadre d'usine de papier. Il est heureux, Yo Man-soo. Au début du film, il est très heureux. Jusqu'à ce qu'un licenciement brutal bouleverse sa vie. Et en fait, il va être incapable d'accepter la perte de son statut social. Et il veut surtout préserver sa famille, préserver même sa maison. Voilà, c'est un peu une chute en enfer, d'une certaine manière. Il veut reconquérir sa place. Et donc, on va parler de précarité, de pression sociale. Et en fait, ce qui va se passer, sans vouloir trop en spoiler, c'est que le personnage va carrément faire le choix d'assassiner ses concurrents. C'est aussi ça qui fait la grande particularité de l'histoire. Tu spoil déjà. Non mais c'est du spoil, mais c'est dans la bande-annonce, c'est partout, c'est le principe du film. C'est le principe du film. En gros, quelqu'un va assassiner ses concurrents pour voilà, c'est l'idée, c'est pour ça qu'on va voir le film. Voilà, bon, voilà, je pense que normalement vous êtes. Et ceux qui veulent rien savoir sur le film, ils regardent un podcast de 1 heure sur le film. Voilà. Exactement. Ouais, mais James, il a tendance à trop spoiler, franchement. Ah, moi, j'en ai. Bon, voilà. Je suis d'accord avec toi, Guillaume, mais de toute façon, voilà, on va très bientôt lancer le tir du film, mais bon, effectivement, je crois que dès la bande-annonce, c'est un peu teasé, voilà, qu'il y a ce côté crime qui va être mis en avant dès le début du film. Alors, tout de suite, à la régie, on va lancer le teaser, c'est parti.
On va aller directement dans le vif du sujet en parlant de ce film. Alors rapidement avant sur les bilans, c'est qu'on a quand même des critiques qui sont globalement positives, je tiens à le dire, du film. Des critiques assez positives et même un film qui est rentable en fait, avec 12 millions de budget pour des recettes qui dépassent les 30 millions déjà. Si je cite rapidement, on est sur Rotten Tomatoes à 97 avis de critiques positives, 86 sur Metacritic, 7,1 sur Sens Critique, 7,6 sur MDB, donc on peut dire que c'est quand même une réussite. Chef-d'œuvre, ça on verra après le débat, on n'en est pas encore là, mais en tout cas voilà, c'est un film quand même très apprécié. Et pourtant il me semble que là il y a déjà des dichotomies parmi les critiques. Vous n'êtes pas tous d'accord. On va attaquer tout de suite. Déjà, comment vous appréhendiez vous votre séance, puisque vous aimez tous le réalisateur? Qu'est-ce que vous attendiez du film? Est-ce que le film a été à la hauteur à première vue? Je lance vas-y Noah, commençons. Alors, Park Chan-wook, pour vous dire, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, j'ai même un disque dur qui est renommé à son nom, tellement j'adore ce réal. Il fait partie des réalisateurs, pour vous dire, quand je vais au cinéma et qu'il y a une bande-annonce de film sur ce film-là, je me suis bouché les oreilles et j'ai fait je ne veux rien savoir sur ce film. Donc je suis vraiment venu au film en me disant que je connaissais rien. Et du coup voilà, j'étais déjà très content d'aller voir ce film. J'avais bien aimé son dernier qui était Decision to Live. Donc je partais, voilà, je suis quelqu'un qui a vraiment aimé sa progression de ses films. Et donc voilà, j'étais très content d'aller voir ce film. Je te donne mon avis ou et donc t'as été assez frustré ensuite vis-à-vis de même si t'as aimé Decision to Live, je crois que c'est 2022 si j'ai pas de bêtises, Decision to Live. Et ensuite, c'est ça, malheureusement j'ai pas accroché. En fait le film en fait au début les 30 premières minutes, c'est vraiment, je me dis le film peut partir dans n'importe quelle situation, il peut se passer plein de choses. Et plus le film en fait a avancé, plus je voyais à peu près toutes les ficelles du film, et moins j'étais, on va dire, à espérer autre chose. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment frustré dans ce film, c'est vraiment le film, je trouve qu'il a vraiment, tout simplement le cul entre deux chaises, et il ne prend jamais vraiment de décision. Et quand il en prend une, je me dis mais il y avait vraiment plein d'autres timelines et il a pris celle-ci, et du coup je me suis retrouvé un peu frustré à chaque fois, et donc non, j'ai pas passé une bonne séance parce grosse frustration. Ok, j'enchaîne tout de suite parce que je vois que les réactions de Guillaume, ça me fait très rire. Guillaume, j'essaie de rester impassible pourtant. Non, mais c'est bien. Mais donc Guillaume, toi c'est peut-être l'inverse. Toi aussi alors oui, c'est exactement l'inverse. Moi je suis pas particulièrement fan de Park Chan-wook, effectivement. Alors j'aime bien. Alors je suis pas fan. J'aime bien tous ses films. C'est pas vrai. J'adore le cinéma coréen, mais parmi le groupe des 386 qui sont pas 3 bières, je sais pas si vous connaissez les 386. C'est quoi? C'est les réalisateurs qui sont nés dans les années 60, qui ont été formés dans les années 80 au moment des révolutions étudiantes en Corée, et qui étaient trentenaires dans les années 90 quand ils ont commencé leur carrière. Okay. Donc tu nous apprends un truc chez nous. C'est bien ça quand même. Et c'est pas mon préféré tout simplement, mais bien sûr comme tout le monde, Old Boy ça a été une claque. Je veux dire, j'aime beaucoup Sympathy for Mr. Vengeance. Decision to Live, je l'avais trouvé bien, mais j'avais des problèmes. C'est pas le lieu pour parler de Decision to Live, mais voilà, j'étais sympa, mais j'aime bien, mais sans plus. Donc j'attendais pas le film avec impatience. Ce qui plus est, la bande annonce me teasait sans plus. J'étais en mode ça va être intéressant, ça va être intriguant, et je savais déjà, vu que tu me l'avais dit avant que j'aille voir le film, que c'était le même scénario que ce qu'avait donné le couperet de Costa Gavras. Le couperet de Costa Gavras. D'ailleurs, je vous demandais après qui l'a vu le couperet pour un peu situer là. Donc, j'ai pas vu le couperet de Costa Gavras, je le dis maintenant, mais du coup j'ai vu pas mal de Costa Gavras, j'ai vu la bande-annonce avant de voir le film, et j'ai parlé à quelqu'un qui l'avait vu, donc je me faisais déjà une idée quand même plutôt construite de ce qu'allait être le film et de vers où il allait aller. Et pour moi ça a été une énorme claque dans la gueule. J'ai passé un moment de la première seconde à la dernière seconde, je lui ai mis 9 sur 10 sur Sens Critique. Voilà. Pour moi ça sera sans conteste dans mon top 5 ou au moins mon top 10 de l'année. Voilà. C'est intéressant, c'est l'inverse. Toi t'as été scotché, et justement par rapport, parce que Noah il disait que au début du film ça pouvait partir dans toutes les directions, et qu'après c'était une frustration un peu constante. Toi c'est l'inverse, c'est une montée en tension peut-être, ou peut-être de plus en plus t'es convaincu au fil du film. Alors là il faudrait que je parle de mise en scène. Alors peut-être on verra ça pour plus tard. T'as raison. Peut-être Tom, allons-y. Du coup, pareil que Noah, moi c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est même un des réalisateurs qui m'inspire le plus dans la façon de réaliser des films dans le cinéma contemporain d'aujourd'hui. Et j'ai toujours
adoré il y a aucun de ces films que j'ai détesté. Mais il y en a un qui est, je trouve, très en décalage avec le reste, c'est Decision to Live, justement. Donc, c'était son avant-dernier, avant celui-ci. Donc, comment j'ai appréhendé cette séance, moi, en allant voir Aucun autre choix, c'est que j'avais peur que je me retrouve avec nouveau un film comme Decision to Live, sans rentrer dans les détails. Que, par exemple, Decision to Live, moi, je m'en rappelle très peu. Il m'a pas du tout marqué. Et j'ai trouvé qu'il était très en contraste avec... Enfin, quand je dis très en contraste, c'est surtout au niveau de la mise en scène. Je trouve qu'il a une platitude au niveau de la mise en scène, sachant que par Chan-wook, personnellement, ce que j'aime chez lui, c'est que je trouve que c'est un grand réalisateur de cinéma, c'est qu'il connaît son médium, il sait, il connaît le langage cinématographique. Il a un parti pris en fait. Oui, il a vraiment un parti il utilise vraiment en fait le moyen cinématographique pour raconter ses histoires. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai kiffé dans Aucun autre choix, c'est que j'ai retrouvé le réalisateur entre guillemets que je trouve que j'avais perdu dans Decision to Live. C'est que moi, c'est ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est surtout la réalisation et la mise en scène dans Aucun autre choix. Là où toi, tu as parlé plus aussi de l'aspect scénaristique, où moi, personnellement, j'ai trouvé, même si tu sais, tu parlais des ficelles scénaristiques, même si tu pouvais savoir où le film voulait t'emmener, ben moi, c'est que la façon dont ça a été raconté, et ça m'a vraiment marqué, et j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon film préféré de Park Chan-wook, mais j'ai retrouvé, on va dire, le réalisateur que j'avais perdu dans Decision to Live. Au niveau de la mise en scène, plutôt. Alors, pour pas partir dans tous les sens, déjà, question, parce que comme c'est une adaptation, moi j'aimerais savoir, donc tu as pas vu Le Couperet? J'ai pas vu Le Couperet non plus. J'ai pas vu en Ah, je suis seul à avoir vu. Bon, ok. Bon, on va du coup, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient vu aussi Le Couperet de Costa Gavras, on va pas trop s'étendre parce que les chroniqueurs l'auraient pas vu. Moi, j'aurais aimé. Ouais. Mais en tout cas, il y a José Garcia dedans. Moi, j'aime bien José Garcia. Après, c'est un film de début 2000. Il y a des différences que j'ai lues sur Internet. Il y a une des scènes, je me suis dit, ça, j'ai l'impression que c'est typiquement coréen, mais j'en étais pas sûr. Ouais. Et je suis allé chercher dans les scènes, effectivement, c'était pas dans Le Couperet de Costa Gavras et ni dans le livre. Et on sait que José Garcia n'est pas Lee Byung-hun. Ça, je suis donc d'accord. On devine que dans la façon dont est approchée la violence ou la naissance de l'acte meurtrier, bon, bah, c'est pas la même chose en termes de faciès et en termes de jeu d'acteur. On connaît, absolument. Moi, en fait, ce qui m'a beaucoup questionné, c'est, alors, j'ai pas vu le livre, par contre, j'ai vu l'adaptation en film, c'est que, en fait, c'est une histoire qui est un peu internationale. Et finalement, quand on voit Le Couperet de Costa Gavras, moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était purement français et très politique, et beaucoup plus cru dans son approche. Et là où dans le film coréen, moi j'ai quand même vu tout de suite, alors j'ai vu quand même le film dont on parle aujourd'hui avant, donc ça m'a peut-être influencé, mais avec le recul je me dis qu'il y a quand même beaucoup plus d'humour et un côté, j'aime pas du tout cette expression sucré-salé, peut-être vous allez me détester de dire ça, mais il y a un côté dans le film coréen sucré-salé qu'il n'y a pas du tout dans l'adaptation de Costa Gavras pour le coup. Donc voilà, on va pas s'étendre, mais en tout cas voilà, mais enfin vu que vous avez pas vu. Je veux dire, c'est plus. Il y a un côté plus noir dans Le Couperet. Ah oui, dans Le Couperet. C'est ce qu'on m'a dit aussi. On m'a dit que Le Couperet était beaucoup plus très premier social, degré. C'est un film social, et vraiment un film social. Hein, quoi. Et l'humour, en fait, il découle des situations, mais il est pas exprimé pleinement. Donc, ça, c'est clairement un des trucs que je reproche à celui du coup de Park Chan-wook. C'est le fait qu'il... C'est ça, c'est le fait qu'il y ait de l'humour. En fait, là, c'est vraiment apolitique. Je dis pas que tout le temps ça... Politique. Attends. Je suis un peu d'accord. Je dis pas que tous les films doivent être absolument politiques. C'est pas ce que je dis. Mais je trouve que c'est le problème du film. C'est qu'en fait, il dépose des choses et en fait, il y a rien qui est récolté à la fin. Et je trouve que c'est vraiment l'absence de choix et de décision qui amène un film en fait qui est très très plat en fait dans l'ensemble. Je suis globalement d'accord avec toi, même si je pense avoir plus apprécié. Peut-être Guillaume, tu veux contrebalancer? Je vais être obligé de développer un peu. Vas-y. On est là pour ça. Le scénario de Aucun autre choix, c'est un scénario circulaire. C'est-à-dire qu'on revient à la fin, à la situation initiale. Oui, avec beaucoup d'humour. Voilà. Sans spoiler directement, mais oui. Et il a un décor très politique. Ça, on peut pas le nier. Aucun autre choix. Pourquoi ? Parce qu'au début, il se fait virer par des Américains et il veut défendre ses collègues et les Américains lui disent on a fait ça parce qu'on n'a aucun autre choix, et finit par se dire, parce qu'il est dans une mentalité de retrouver du travail, que il a aucun autre choix que de tuer ses concurrents pour retrouver du travail. Donc en fait, il prend la même logique. Mais bien sûr qu'il en a plein. Mais justement, qu'il en a plein. Ce titre-là est satirique. Ce titre-là, il est fait pour te dire à tout moment, mais si, t'as d'autres choix. Parce que toutes les personnes qu'il a tuées, à chaque fois, il y a une rencontre qui est humaine. À chaque fois, on se rend compte que c'est un peu un double du héros, et à chaque fois, on se rend compte que, mais en fait,
justement, ce qu'il faudrait faire, c'est créer un groupe, c'est lutter ensemble, c'est s'allier, c'est créer autre chose autour de la rencontre, plutôt que d'être dans cette logique d'éliminer les concurrents. À la fin, il finit seul, dans la même situation familiale, mais complètement mort. Il est puni. Qu'est-ce que c'est le débat moral dans un film ? Je parle pas d'un film moralisateur. C'est pourquoi est-ce que le héros, il est puni, pourquoi est-ce qu'il est récompensé ? À la fin, il a certes réussi parce qu'il a fait les décisions logiques pour avoir son travail, mais il n'entendra pas le concerto de sa fille. Et c'est quand il met ses bouchons d'oreille que d'un coup, on n'entend que le bruit des machines. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait qu'il rentre dans un monde de machines. Il devient la machine capitaliste qu'on lui a demandé d'être. C'est hyper ironique. Donc voilà, tout ça, c'est une grande métaphore. C'est surtout tragique aussi. En vrai, c'est une tragédie. Parce que c'est justement le personnage qui n'arrive pas. En fait, il a toutes les solutions sous les yeux. Ouais. Et d'ailleurs, juste avant, on en parlait avec Guillaume, mais tout l'aspect des plantes. Parce qu'en fait, il fait du jardinage à côté, ce qui est une de ses passions. Il a construit une serre exprès pour ça. Et le mec, il travaille quand même dans une usine qui fait du papier. C'est-à-dire qu'il en fait, détruit les arbres. Donc, c'est l'antithèse de ce qu'il fait chez lui. Et en fait, la réalité du film, c'est qu'en gros, il a toutes les solutions, mais même les personnages qu'il rencontre, ils ont les solutions. En fait, c'est le fait qu'ils s'identifient à leur travail, à leur statut social, qui fait qu'ils peuvent pas être eux-mêmes et vivre leur bonheur avec la famille, avec leur passion réelle. Et en fait, c'est une ironie du sort. C'est en gros, c'est pas parce que ton personnage, par exemple, n'a pas compris ça. Je vais reformuler ce que je dis. En gros, à la fin, c'est juste que le personnage, en fait, c'est ce que le film critique, c'est qu'en gros, pour pouvoir sortir de tout ça, il faut faire les autres choix qu'il prend pas. Et en fait, c'est comme s'il y avait un conditionnement le mec est aveuglé, tu vois ce que je veux dire, c'est que en réalité genre sa femme par exemple, c'est la seule qui a du recul dans le film par exemple, qui essaye d'ailleurs tous les personnages féminins, j'ai l'impression, genre même l'autre couple, genre c'est elle qui dit mais tu pourrais faire d'autres choses, enfin elle essaie de retrouver son mari qu'elle a la scène de meurtre est absolument magique, on va direct la scène du meurtre, non mais ça même la séquence musicale là, cette scène là où il enlève les gants de toilette, où elle arrive derrière sans trop en dire, la réaction justement très humaine et à la fois très pitoyable. Tous les meurtres de toute manière sont pitoyables dans le film, ils sont pathétiques. Il te dit pas il y a une sorte de décorrélation effectivement, dans un thème semi-froid, doux amer comme tu disais, où on en rigole un peu et en même temps on voit que c'est ridicule et on prend du recul justement. On se dit mais c'est bien sûr que c'est pas ça qu'il faudrait faire et on imagine tout ce qu'il devrait faire. Ouais. Bref, pour moi c'est un film qui te dit, et je m'arrête là-dessus, je te promets. Pour moi c'est un film qui te dit justement le statisme, le conservatisme aujourd'hui, et c'est de garder la même situation, c'est criminel en fait maintenant, et on est obligé de penser en dehors du cadre qui nous est construit, qui est celui du capitalisme, qui est celui de tout ça. Et donc le capitalisme effectivement et la lutte des classes et tout ça, en fait c'est un décor, c'est pas exactement ce à quoi on est confronté, mais on est amené à y réfléchir. Pour moi. Juste avant que Noé y réponde, c'est qu'en fait, justement, tu me disais un truc, ça me fait tilter, que je trouve intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de capitalisme, et en fait que très rapidement, si on veut le juger, on va dire ouais, c'est une remise en question, une lutte du capitalisme, etc. Mais en fait, tu parles de conservatisme d'une certaine manière. Et en fait, j'ai l'impression que là où, avec le film de Costa Gavras, pour l'avoir vu, on était vraiment dans une pure lutte des classes, très de gauche, là, j'ai pas trouvé ça du tout. J'ai plus trouvé qu'on parlait de conservatisme et qu'il y avait un côté plus tragédie grecque, plus de ce côté-là. Je peux juste répondre à ça ? Ouais. C'est aussi, je pense qu'il y a un contexte social, c'est-à-dire que là ça se passe en Corée. C'est que moi j'ai quand même senti le truc où, bien sûr que nous on n'a pas les mêmes pressions sociales que chez eux. Je suppose, je ne connais pas non plus la Corée, mais je suppose qu'en Corée les personnes s'identifient beaucoup plus à leur travail que par exemple nous en France. Et je pense qu'il y a une pression sociale plus par rapport au statut qu'en France. Je suppose. Encore une fois, je ne connais pas la Corée, mais je suppose. Peut-être que ça a joué aussi l'impact culturel, quoi. Je tiens quand même à préciser que le film au début, Park Chan-wook voulait le réaliser aux États-Unis. Ah, très important. Donc, c'est intéressant. Donc bien sûr que il a été réadapté pour la Corée, mais il y a plusieurs moments où on se dit bon, ça c'est effectivement c'est une réaction coréenne. Il décrit des personnages qui sont coréens, qui évoluent dans un système coréen, mais je trouve quand même qu'on peut s'identifier à beaucoup, et il y a beaucoup notamment pas s'identifier. Voilà, aux États-Unis, les situations de difficulté au travail, d'identification au travail et en fait c'est des choses qui sont en France aussi, on s'identifie très bien. Moi, je me suis beaucoup identifié. Bien sûr, ouais. Mais j'avais l'impression que c'était peut-être tu sais, parce que vu que c'est accentué, j'ai l'impression dans le film, c'est peut-être pas par rapport c'est peut-être juste pour que le film, parce qu'on des fois on tire les traits pour les mettre en lumière mieux en lumière les choses. Ouais. Mais j'avais l'impression que c'était ça. Mais comme t'as dit, c'est peut-être autre chose. Et dernier point sur le côté où t'as dit dans le couperet, c'est plus sur la lutte des classes. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans le cinéma de Park Chan-wook, c'est que en fait, comme il a dit Guillaume, des fois il pose un décor, mais aussi ça parle plus du côté humain.
parce que je veux dire le film au-delà du côté social, je veux dire, il a un côté qui parle vraiment juste de l'humain en lui-même, tu vois. Une dimension humaine. Ouais. C'est ce que j'ai toujours aimé moi dans les films des films coréens de manière générale, c'est que la dimension humaine elle est toujours très bien mise en lumière. Là où dans d'autres films par exemple, par exemple dans le Couperet, tu dis c'est plus lié sur la classe sociale où on va peut-être moins s'intéresser à la profondeur humaine du personnage ou des personnages. Voilà. Ouais, je sais pas. Tu voulais répondre à... En fait, moi, c'était déjà pour revenir un peu sur ce que vous avez dit vis-à-vis comment c'est illustré. Je trouve que rien que déjà l'introduction, en fait, au début, je me suis dit, quand je suis arrivé, ok, là, il nous présente une famille où tout se passe bien. C'est un peu façon World War Z, quoi. C'est vraiment l'introduction. On est avec voilà, la gamine qui est là. On est vraiment avec la famille. Venez, on fait un câlin. On est dans vraiment quelque chose de très aseptisé, très, très mis en avant. On se dit, ok, je me doutant du réal, il y a sûrement un truc derrière. Et le truc, c'est que en avançant dans le film, on voit que ce paradis, il va le perdre d'une certaine manière. Et du coup, quand il va le perdre, ils sont plusieurs à perdre ça. Mais en fait, le truc, c'est que à chaque fois qu'il décide de montrer, par exemple, le fait qu'il n'a pas vraiment le choix, je trouve que ça ne marche pas vraiment de mon côté. Je prends l'exemple. Justement parce qu'il a le choix. Je prends un exemple. Et je vois ce qu'il veut dans dire, Walter White dans Breaking Bad. Ah, là, je suis content. Parce que pour montrer cet exemple, ce qui crée en fait la chute du personnage, c'est que il avait le choix, mais il n'a pas réussi à cause de sa fierté. C'est ce qui fait qu'il a chuté et c'est ce qui fait que cette série, je trouve, marche extrêmement bien avec ce personnage. Parce qu'il a aussi et je crois sincèrement quand Walter White dit à Skyler, il dit à la fin, je l'ai fait pour moi. Ce truc-là, vraiment, j'y crois parce que c'est montré durant toute la série. Et là, je comprends pas vraiment, en fait, par rapport aux personnages qu'il a autour de lui, par rapport aux personnes qui sont comme lui, qui sont au chômage. Enfin, quand il montre quelqu'un qui est au chômage, il montre un mec qui est devant sa télé, qui est en train de péter. Enfin, tu vois, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autres moyens de montrer vraiment c'est quoi le fait de se retrouver quand tu as bossé 20 ans, 30 ans, comme un gars vraiment qui a galéré toute sa vie dans ce boulot, tu te retrouves au chômage. Je trouve que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment, tu es littéralement perdu, tu as perdu ton repère qui était celui-là parce que la société t'a dit de bosser comme ça, comme un chien durant toute ta vie. Et du coup, je trouve que c'est ça le problème, c'est que le film, en fait, à chaque fois, a la possibilité d'évoluer, de montrer ce qui se passe, et en fait, ne le prend pas en partant plus, par exemple, sur une scène interminable sur le premier meurtre, qui est extrêmement longue, et je me dis... c'est laquelle, rappelle-moi c'est le moment où il doit... Enfin, avec la femme qui trompe son mari, enfin, c'est cette scène... Je l'ai trouvé excellente. Ouais, non, mais l'exécution finale est bien, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps. En fait, le film prend vraiment une première heure pour montrer un personnage qui hésite à faire un peu, à commettre l'acte, ainsi de suite. Et en fait, c'est toujours ça que j'ai eu dans le film, et je me dis, mais en vrai, il y avait quand même vraiment une possibilité de montrer c'est quoi la problématique quand t'as 50 ans, et que vraiment, t'as 50 ans, quoi. Et retrouver du travail quand t'as 50 ans, c'est un enfer. Et le problème, c'est que je trouve que le film ne montre pas ça. Et pourtant, à la fin, il essaye d'y répondre en disant, non, mais vous avez vu, à peu près, c'est ça qu'on essaye de répondre, alors qu'il n'a pas vraiment réussi à exécuter tout ça. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que cette première scène d'introduction, par exemple, elle n'a pas marché. Ce qui a suivi derrière, aussi, j'ai eu du mal, même si je trouve, encore une fois, qu'il y a des plans, il y a de la mise en scène à certains moments que j'ai trouvé vraiment très ingénieuse, et les transitions dans ce film, elles sont vraiment... Enfin, il y a des moments où je faisais c'est trop bien pensé. Au niveau de l'exécution, peut-être tu voulais... Oui, alors, j'entends ce qu'il dit, et c'est vrai, hein, c'est vrai que j'aurais du mal à reprocher ça au film, parce que j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il essaye de faire, justement. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que par moment, on se demande pourquoi il fait ça, et on a du mal à lire ce personnage et à se dire, mais non, mais enfin, c'est débile. Et pourquoi est-ce que, surtout pour le premier meurtre, effectivement, on se dit pourquoi tu vas jusque-là. On voit bien que t'es pas prêt à y aller. On voit que tu t'es connecté au personnage que tu rencontres en face de toi, et ça devient. D'ailleurs, il le tue pas froidement. C'est toute une. Justement, c'est pour qu'il y arrive. Je pense le deuxième, il le tue froidement. Pas vraiment. C'est un accident. En vrai. Je trouve que le deuxième, le troisième seulement. Le troisième, il le tue froidement. Là, il est devenu une machine pour le troisième. Tu vois. Encore. Parce que quand il est censé découper le mec, on voit qu'il n'y arrive pas. Ouais, c'est vrai. Attends, je te laisse finir. Je sais plus ce que je disais. Je disais quoi déjà ? Tu disais qu'en oui, gros... Oui, on parle de la mise en scène et des transitions. Effectivement, elles sont
tout le film, tout est très, très lisible, très grotesque. Enfin, au début, quand on a ce truc avec les petites pétales de fleurs, très, très kitsch presque, hein, on se dit, tout le monde se dit, même si on connaît pas le réel, bon, bah, à un moment, ça va péter, quoi. Et on a un fondu enchaîné vers une grosse turbine qui démonte des cartons. Bon, bah, on a compris, quoi, qui vont se faire broyer. Et à la fin, quand il retrouve son travail, on a une machine qui broie des arbres. Voilà, il est passé de broyer à broyeur. C'est illustré, c'est très, c'est presque gros, quoi. C'est un peu trop. C'est ça aussi. Je trouve que c'est je veux juste pour compléter Guillaume, mais par rapport à ce que tu as dit, parce que moi je suis d'accord avec toi et je comprends tout à fait ton point de vue. C'est juste que je pense que c'est la réception du film aussi, comment on l'aperçoit, parce que moi au début du film aussi, en fait j'avais du mal à rentrer dans la satire. C'est-à-dire que tu sais la scène d'intro qui est très idyllique, etc. En fait c'est exagéré exprès. C'est genre, je pense que même par Chan-wook il est en mode, bah oui c'est grotesque. Et t'as utilisé le mot grotesque. Et ce qui est assez rare, c'est que le mot grotesque, c'est que je trouve justement, c'est ça que je kiffe dans les films de Park Chan-wook, c'est que il y a toujours une part de grotesque. Là où dans Decision to Live, je l'avais perdu cette part de grotesque qui me faisait moins vibrer. J'avais trouvé le film plus lisse. Et même dans Mademoiselle, qui est un de mes films préférés de Park Chan-wook, il y a moins ce côté grotesque qui en ressort. Ça, c'est quelque chose qui est plus quelque chose de plus lisse, tu vois, plus digeste. Voilà, digeste, etc. Ouais. Et en fait, je pense que du coup, aucun autre choix. Ce qui t'a manqué, où t'es passé peut-être à côté, c'est ce côté où ce personnage, il est en fait, c'est juste une satire de ce que le réel voulait montrer. C'est qu'en gros, le mec est conditionné par son boulot, par son travail, et tous ces choix qu'ils font sont que conditionnés par ça. Et du coup, moi j'entends, je suis d'accord avec toi, parce que non mais c'est vrai qu'il a aucune raison. En fait, tu dis mais il est con ce mec. Genre moi aussi, au début, je me disais mais le mec il va pas tuer il va pas tuer ses concurrents. Genre c'est débile. Quand tu sais rien du scénario, et en fait, tu dis mais en fait c'est juste le mec, le personnage est juste conditionné à ça, et en fait c'est comme s'il pouvait pas y échapper. Ouais, mais c'est ce que je reproche, c'est pas le fait que le personnage soit conditionné, c'est vraiment comment il le montre à l'écran. Okay. C'est ça que je reproche au film, c'est vraiment comment il décide de le montrer. Et je trouve qu'en fait, on s'attarde sur certaines scènes et je trouve que comment il s'y attarde, on aurait pu gagner plus de temps à s'y concentrer. Enfin, l'exemple de ces autres personnes qui sont en concurrence avec lui, au début du film, on voit que c'était globalement ses amis pour la plupart. Je ressens pas tant l'amitié entre eux, quoi. Tu vois, si c'était vraiment parti dans ce côté, vraiment, c'était ses potes, et là, il doit tuer ses amis, parce que vraiment, il a pas d'autre choix. Ouais. Ce lien d'amitié, je le ressens pas tant que ça, tu vois. Je ressens pas, ils ont pas du genre bu des coups ensemble, vraiment, vraiment de manière régulière. Ils ont pas. Parce que je pense qu'ils sont vraiment pas amis en fait. Parce que même à la fin, quand on lui dit il s'est remplacé par Alia et des machines, genre la seule question qu'il pose c'est oui mais est-ce qu'il y a un poste de quelqu'un qui doit gérer ça. En fait c'est sa seule obsession. En réalité, genre j'ai l'impression que le personnage, même ses collègues, en réalité ils s'en foutent un peu, genre. J'ai l'impression. Alors sinon, il aurait pas pu venir aussi tuer tout le monde. Parce que j'essaie d'aller un peu d'ailleurs dans ton sens. Il y a une critique qui reprenait à ça ce que tu disais plus ou moins et que j'avais aimé. Quand on parle du grotesque, c'est Jake Coyle dans Midland Daily News qui nous dit que le ton est tellement grotesque que l'horreur de certains actes de Mansu est diminuée. Et en fait, moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur cette... Pareil, tu parlais de... Je pense que ça rejoint le côté tragédie dont tu parlais, Tom, au début, où en fait, on parle de la descente aux enfers d'un personnage. C'est un peu ce côté-là. Et je suis assez d'accord avec toi, Noah, dans cette idée où... alors, le grotesque est très présent dans le cinéma de Park Chan-wook, mais en fait... il n'empêche que pour, je pense, une grande partie des spectateurs, on va perdre des gens sur la perte de crédibilité où finalement on n'y croit plus trop, on n'arrive plus à s'attacher à l'horreur réelle des scènes. Et c'est un peu ce côté sucré-salé, encore une fois, où c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, moi je le comprends. Ton point de vue. Ne serait-ce que les musiques qu'il utilise, c'est pas pour appuyer sur l'horreur. C'est que des musiques légères. Je sais plus qui est le compositeur, mais c'est le même contre-atlantique. On est toujours à contre-pied de ce qui se passe Joe Young-kook en termes qui a d'horreur. fait quasiment tous ces mais en films. fait, parce que d'un certain point de vue, la décision qu'il fait de tuer son concurrent, elle est logique et c'est la meilleure décision. Et d'ailleurs, elle paie. C'est comme ça qu'il trouve un travail. Parce que c'est comme ça que tu réussis à avancer dans le milieu. Alors, capitaliste, c'est quand même un sacré raccourci qu'on fait là, mais milieu capitalisme, quoi. Ouais, mais dans la concurrence moderne, disons. Ouais, en fait, il a pris la meilleure décision, il a réussi. Et voilà, c'est un peu le problème, un psychopathe. Pour arriver à ça, il faut croire au film. Et en fait, quand t'as du genre les pires enquêteurs de police qui sont incapables de se dire non, mais c'est quand même bizarre. Chaque personne qui ont postulé ici sont en train de mourir un par un. Ouais, j'avoue. Est-ce que comme on se poserait pas un petit peu la question? Et en fait, non mais attends, toi tu vois ça en tant que spectateur, mais c'est pas
comment on appelle ça, c'est la dissonance ludonarrative, je crois, ou quelque chose comme ça. Ludonarrative, Ah, ça c'est pour les jeux vidéo. Explique, parce que je pense que les spectateurs, C'est en fait, c'est juste quand tu vois, t'arrives à te dire que quand tu regardes les Avengers, il y a un mec qui a un marteau qui devient plus fort, un gars qui se transforme et qui devient vert, t'arrives à y C'est la croire. c'est la consentie suspension. d'incrédulité. Non, La oui, c'est suspension ça, consentie suspension d'incrédulité. d'incrédulité. Ah, c'est ça, c'est la plutôt ça. suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité, là-dessus, vraiment, j'étais un peu à côté parce qu'en fait, au niveau des enquêteurs, je me disais, mais attends, quand même, vraiment, on n'est pas dans les années 50, tu vois, du genre, on arrive à entrecouper des informations. Et en fait, la plupart des personnages, j'ai l'impression, se trahissent pour que le film avance avec un personnage qui peut tuer au fur et à mesure ses collègues sans trop se poser de questions, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est ce qui fait que de mon côté, j'ai eu un peu de mal parce qu'on nous présente un thriller un peu, un peu comédie noire, pas loin de la comédie noire avec les meurtres qu'il fait. Et c'est ce qui fait que j'ai eu du mal aussi à rentrer dedans parce que je me suis dit, ok, si on nous présente ça, il n'y a pas de souci, mais du coup, il faut que l'univers soit déjà un peu barré de base. Oui. Mais du coup, l'univers n'est pas barré, on est dans un univers premier tu dis toi, degré. le policier il est débile. En fait, je vois je pense que t'as été déçu. T'as eu une attente. Et je pense que t'as pas ressenti dans le film l'attente peut-être que t'attendais. Et je pense que le film, en fait, il se dégage plus au-delà du thriller. C'est peut-être ça aussi. C'est vrai que pour moi, c'est pas un thriller. C'est vraiment. Ouais, complètement. Je suis d'accord. C'est pas un thriller. C'est une comédie satirique en fait. Ouais. Et c'est vraiment ça. Et du coup, je pense que quand tu la prends comme telle. Je suis d'accord, genre genre, tu dis des flics qui sont un peu débiles, genre, mais en réalité, vu que le sujet du film n'est pas vraiment ça, genre au fond, moi, ça m'a pas plus touché que ça, tu vois, parce que Tu l'as accepté. Ouais, je l'ai accepté. Ouais. Et je dis pas que c'est pas un défaut, mais c'est vrai que genre c'est pas un truc qui m'a, tu vois, plus marqué que ça. J'ai une question du coup à vous poser quand vous dites qu'il n'avait aucun autre choix parce que il n'avait que ce choix-là qui était montré, qui était tuer ses collègues. En fait. Comment vous avez ressenti ce moment-là? Ça veut dire le fait qu'ils se disent... En fait, c'est pas tant montré que ça qu'il se dit qu'il n'a aucun choix. En soi, c'est déjà dit par sa femme. Sa femme dit littéralement, bon, bah écoute, va falloir qu'on vende la maison, il va falloir qu'on prenne un appartement, tout ça. C'est montré, tu vois. Ça veut dire que globalement, il a l'information, il sait qu'il a le choix. Enfin, tu vois... C'est dit dans le film, quoi, tu vois. Et quand même, par rapport à ça, avec tout ce qu'il fait comme décision... c'est tout le temps d'aller tuer des gens. Donc moi je me suis dit non, en fait c'est juste un mec qui aime tuer des gens, quoi. Il y a juste en fait c'est surtout ça, c'est un mec on le voit rapidement avoir un autre travail. Qui quitte très rapidement pour l'opportunité éventuelle de rebosser dans l'industrie du papier, et on comprend que là ce qu'il veut c'est retrouver sa position. Oui, mais pourquoi c'est pas montré le fait qu'ils se sentent par exemple mal auprès je sais pas, tu vois, que c'est quelqu'un qui a énormément de fierté, et le fait vraiment qu'il bosse dans ce travail et qu'il soit montré en train de bosser dans ce travail le mettre mal à l'aise par rapport à ça, tu vois. C'est juste une petite scène où il est dans le magasin, on voit qu'il fait quelque chose, il ment rapidement et il est déjà en train de se dire bon bah je vais tuer des gens, quoi. Tu vois, c'est pas cette descente aux enfers dont vous parlez, elle arrive très vite d'un seul coup. Si tu veux, en fait moi c'est parce que je sais que tu as parlé de descente en enfer, mais moi j'ai même pas, en fait pour moi le personnage n'est même pas, il n'y a pas de descente en enfer du personnage, c'est que pour moi en fait dès le début le personnage est condamné. C'est que je pense que c'est ça aussi la différence, c'est pour ça peut-être ça me marque moins, c'est que pour moi dès le début, par exemple quand il a commencé à vouloir tuer des mecs, je me suis dit mais le mec pourquoi il veut faire ça? Parce qu'effectivement, tu as dit, il a d'autres solutions. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai juste compris que le mec était conditionné à faire ça. Le mec, c'est un reflet un reflet de notre société. C'est que par exemple, le fait de tuer la concurrence, pour moi, c'est juste une façon satirique de montrer que quand tu veux un emploi, tu es obligé d'écraser les autres. Tu dois être meilleur que les autres. Et je pense que c'est une façon exagérée de montrer le conditionnement métaphorique un peu. Voilà, d'une personne en fait, qui est conditionnée en fait à vouloir absolument par tous les moyens ne pas perdre son statut et ne pas voir en fait le bonheur et le reste qu'il peut y avoir autour de lui. Je veux dire, il a quand même, le mec, il a une vie parfaite pratiquement dans les faits. Il a une femme, il a des enfants, il a une super maison. Oui, il peut perdre sa maison, mais au fond, il a toujours sa femme. Enfin, tu vois, il a sa famille. Et en fait, le mec, il est prêt à sacrifier ça pour son statut social. Et c'est pour ça que pour moi, cette satire fonctionne, parce que c'est le but, c'est qu'il y a, tu dis, mais c'est pas logique. Mais parce que juste le mec est conditionné. En fait, pour moi, le mec, dès le début, il est condamné. En fait, il fonctionne comme l'entreprise qui vire des gens, mais en virant des gens qui ont 40 ans, 50 ans même, qui ont une vingtaine d'ancienneté dans un travail. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont trouver à part des travails à McDo et des travails de vendeurs dans les petits magasins comme ça? Pas grand-chose. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est juste
effectivement c'est une métaphore. D'habitude c'est un peu galvaudé quand on dit ça, mais là c'est un film que je trouve très métaphorique et en tout cas qui fonctionne vachement avec cette formule-là, quoi. Et je vais pas répéter ce qu'il a dit. Voilà. Juste pour pouvoir avancer, je trouve ça pas... Juste un dernier petit truc. Je sais pas si vous avez vu Gourou. J'ai vu Gourou. Petite parenthèse. Film sorti fin 2025, début 2026, voilà, avec Pierre Ninet. T'as vu Gourou ? Oui. T'as vu Gourou ? J'ai vu Gourou. Ouais. Tout le monde a vu, en fait. Dans Gourou, sans faire une comparaison, mais dans Gourou, j'ai l'impression que le personnage a un peu cette même dynamique. C'est que c'est un mec qui s'en fout. Tu vois ce que je sais pas c'est juste qu'ils sont sortis récemment, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle improbable. Mais quand tu fais le parallèle, c'est pareil, c'est que c'est un mec qui est prêt à sacrifier tout pour arriver à un poste, quitte à se détruire. C'est qu'à la fin, je veux dire, moi à la fin c'est la même chose. C'est que le mec il est à Vegas, il réussit ce qu'il voulait faire. Ah oui, dans l'ascension. Mais au prix de quoi ? Et en fait, dans le film de Park Chan-wook, c'est pareil. C'est que le mec, au prix de quoi, le mec arrive à nouveau avoir son poste. C'est une légère comparaison d'évolution de protagoniste. Oui. Parce qu'en fait, c'est des deux anti-héros. Moi, dans le film d'Angourou, genre, j'avais même pas envie de m'attacher à ce mec, tu vois. Mais je veux dire, leur finalité est la même au niveau scénaristique pratiquement. Et c'est juste pour dire que du coup, moi j'ai l'impression que ça parle vraiment d'un mec qui est déjà condamné à la base. Et nous, en tant que spectateur, moi je me disais, est-ce qu'il va ouvrir les yeux au bout d'un moment ? Et en fait, l'ironie du sort, c'est que non, il ouvre pas les yeux en fait. C'est deux trajectoires de personnages où il y a une répétition. Alors, les amis, juste, je trouve ça génial qu'on ait pris le temps d'analyser quand même, on va dire, les thématiques du film, le personnage, etc. Mais aussi l'avantage, et c'est pour ça qu'on parle de cinéma coréen, qu'on parle de Park Chan-wook, c'est qu'on prenne quand même un petit moment, vous savez, pour parler de mise en scène, pour faire aussi, là je vais lier deux thématiques en une, c'est-à-dire d'une part un peu ce qui vous a plu ce qui vous a plu ou pas plu dans le film en termes de mise en scène, en termes de choix de décor, etc., de réalisation, mais aussi de faire par la même occasion un parallèle avec la carrière de Park Chan-wook, avec comment est né votre amour pour Park Chan-wook, est-ce que vous l'avez retrouvé ici ou pas. Voilà, bon, je vous laisse, je sais pas qui veut commencer. Moi par je vais être très rapide, vas-y, parce que je trouve que j'ai déjà dit beaucoup de choses. J'ai déjà dit que c'était une mise en scène qui était très lisible. C'est pas une mise en scène où on a besoin de critiques de cinéma pour comprendre, hein. Quand il y a une transition vers une turbine qui détruit tout, on se dit bon bah ok, voilà, j'ai compris. C'est presque le cinéma soviétique des années 20 pour moi, ça. On est dans la grève. Et il y a beaucoup comme ça d'effets de mise en scène dans le film qui sont très lisibles, où on sait tout de suite ce que ça veut nous dire, où au moins on se dit oh là j'ai un truc à penser. Maintenant il y en a tellement, j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient pas le film qui disaient que c'était un film boursouflé. Moi c'est ça que je viens chercher au cinéma en fait. Fais-moi genre des caisses tout le temps, vraiment fais-moi des idées de mise en scène tout le temps. Faites-nous rêver quoi. Et que c'est ça. Et que ce soit à chaque fois une petite idée. Il y a pas beaucoup de mouvements de caméra que j'ai trouvé non motivés quoi. C'est-à-dire il y a toujours une lecture, il y a toujours quelque chose que je trouve impressionnant. Une maîtrise en mise en scène. Ah mais il est franchement il est hyper pointilleux. Ça donne aussi un aspect un peu froid au film, c'est vrai parce qu'un peu mécanique. Mais moi comme je vois ça dans l'avancée dans la psychopathie du personnage, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Ça donne le truc vivant de ouf. Donc ça donne le truc vivant. Non mais ça rend le truc vivant, mais je veux dire par moment justement le côté doigt amer voilà, et c'est aussi un film très référencé. Par moment on passe à plein d'autres films de la génération des 386 justement, et c'est un film, c'est quelque chose qui a aussi été reproché au film. Moi je le reproche pas, voilà, parce que aussi peut-être parce que j'étais pas très fan de Park Chan-wook à la base, et du coup le fait qu'il s'inspire un peu de ses contemporains, moi je suis tout à fait client. Alors mais puisqu'on s'y connaît bien, est-ce que l'un d'entre vous peut peut-être, je lance une bouteille à la mer, peut citer justement un élément de mise en scène, pour aller plus précisément encore, un élément de mise en scène que Park Chan-wook utilise et qui vous plaît, vous avez plu quand vous aviez découvert Old Boy, la trilogie de la vengeance, tout ça, et justement que vous avez ou non retrouvé dans ce film-là, pour être juste un peu plus précis. Moi, je vais donner un exemple, par exemple, juste dans ce film, c'est que c'est très rare de nos jours les films contemporains, je trouve, qui utilisent la surimpression d'images. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, c'est vrai. Donc d'avoir deux images c'est plus en plus rare. Et là, par exemple, Park Chan-wook réutilise beaucoup la surimpression dans son film, notamment pour faire des transitions. Mais je trouve que là, c'est pas juste utilisé pour faire une transition simple, tu vois. Quand on voit une transition par surimpression, ça raconte quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Pour donner un exemple d'un plan dont je me souviens. Vas-y, c'est intéressant. Je sais qu'à un moment, vers la fin du film, il y a le personnage principal, il fait un feu. Et t'as une surimpression sur la maison et une scène qui se passe en même temps avec sa femme et la maison. Ouais, et en fait, c'est comme si on voyait le foyer brûler. Et cette transition, en fait, elle raconte déjà quelque chose avec la scène qui se passe actuellement. Vous allez dire c'est con, mais oui, mais c'est intelligent et c'est comme ça qu'il faut utiliser le cinéma. C'est genre il faut que ça raconte quelque chose et il faut utiliser tous les moyens de raconter une histoire au service de son histoire. Et je trouve que Park Chan-wook le fait vraiment bien dans ses films.
Ouais. Ça, c'est un exemple. Ah, mais c'est très bien. Qui m'a marqué, surtout sur la surimpression dans ce dernier film. Bah, c'est très bien l'exemple de la surimpression. Donc, ouais, ça, pour vous, ça, il y a quand même une continuité en termes au moins de mise en scène. Il y a quoi, plein de choses. Il s'est pas perdu. Il y a même plein de choses symboliques, tu vois, genre, notamment par rapport aux plantes. Mais voilà. Moi, alors, si on enlève ce que j'ai déjà cité, il y a tellement de choses que j'ai pas tout noté, il faudrait que je vois le film une deuxième fois, mais j'ai quand même envie de citer les musiques contrapuntiques. Parce que c'est quelque chose qui est devenu, je trouve, très désagréable maintenant. Et justement, typiquement, l'utilisation dans Netflix, je pense pas Netflix, je pense à la série coréenne qui a beaucoup fait parler, avec le même acteur, justement. Squid Game. Squid Game, avec Squid Game dedans. Voilà. Ouais. Et ben, cette série, quand on te met une musique pop, c'est histoire de te divertir, en fait. C'est pas du tout histoire de faire un commentaire sur ce qui se passe, c'est histoire de donner une sorte de petit recul bizarre. Enfin voilà, ça marche pas du tout. Et là, je trouve que c'est presque pour combler, en fait. C'est ça, pour... c'est très désagréable. Pour moi, c'est très idiot. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu une utilisation de la musique contrapuntique que je trouvais intelligente et agréable. Donc voilà. Ouais. Donc je tiens à souligner ça, mais autrement, il faudrait revoir le film 2, 3 fois, 4 fois. J'achèterai en Blu-ray, c'est sûr, quoi. Sachant qu'il maîtrise toujours aussi très bien ses musiques, donc. C'est vrai que, et justement, on le citait avant, le compositeur, avec qui il a travaillé, qui a fait des BO. Moi, je me souviens de Tom, où tu m'avais fait écouter des BO entières de ce compositeur-là, de cinéma coréen, et là, effectivement, il continue à collaborer. C'est top. Je sais pas si Noah, tu voulais aussi. Non, après, moi, je suis plutôt d'accord avec ça, sur ce que disait Tom sur les transitions. Elles apportent vraiment à l'histoire. Et en fait, après, bon, j'ai pas l'habitude de voir beaucoup de films coréens là-dessus, mais en fait, ce que déjà j'aime bien au-delà de Park Chan-wook, c'est des films qui sont colorés, tu vois. Il y a de la couleur. Oui, c'est vrai. Il y a de la couleur et j'aime vraiment bien. Plus que dans le cinéma américain actuel. Ouais, c'est ça. Par exemple. Enfin, en tout cas, quand on voit un peu sur le cinéma français, américain, on a vraiment, là, pour le coup, des films qui sont un peu plus sur la couleur. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il pose vraiment bien sa caméra, en fait. Il la pose, tu vois, des fois, quand tu as du chant contre chant, t'as pas tout le temps du chant contre chant avec, faut filmer comme ça, il faut filmer une discussion. Il va se dire, ok, non, j'ai envie de mettre la caméra là, en fait. Et en fait, quand tu vois comment elle est posée et comment sur l'arrière-plan et comment les choses en fait va interagir avec le décor aussi et sur les choses qui sont déjà déposées, je trouve que ça ramène vraiment pas mal de choses. Là, tu vois, les scènes de la bataille où ils essayent de s'entretuer pour le premier meurtre dans la maison et tout, à chaque fois les angles de caméra étaient vraiment, je trouve, bien posés et on arrive à avoir un côté lisible, mais c'est pour ça que je suis pas d'accord avec la personne qui disait que c'était brouillon. Mais non, mais c'est un brouillon bien organisé, quoi. Tu vois, c'était brouillon. Non, dans un commentaire que tu avais dit, il y avait un commentaire qui disait ça et je trouvais que c'était un brouillon bien organisé parce que la caméra est bien placée. Et en fait, il arrive à transposer ça, je trouvais, dans ce film-là et dans la plupart de ses films en général. Et pour un peu faire la transition aussi avec en fait sur en fait le cinéma tel qu'il est à l'heure actuelle, et justement tu parles des couleurs des films américains, etc. Mine de rien, il y a quelque chose qui bien sûr n'était pas dans le livre et qui n'était pas dans la version 2005, c'est cette question vaguement de l'IA, du remplacement par la machine, qui est plus développée. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que Park Chan-wook, c'est un réalisateur qui juste continue à faire des films qu'il aime bien, ou est-ce qu'il arrive à s'inscrire davantage dans notre monde contemporain avec des questions. Moi, je suis passionné par ces questions-là autour de l'IA, etc. Donc, je trouve ça intéressant au moins qu'on en parle. Dans ce film, pour moi, l'IA, elle est placée comme une cerise sur le gâteau. Il n'a pas grand-chose à en dire. Justement, je pense que c'est l'histoire de le mettre. Pour moi, c'est je sais pas ce que vous en avez ressenti, mais pour moi, c'est casé là histoire qu'on comprenne qu'on est de nos jours, quoi. Enfin, voilà. Mais bon. D'accord. Oui, pour toi, il n'a pas du tout creusé ce côté-là, et c'est vraiment une cerise sur le gâteau. Ouais, regardez, parce qu'en plus, on voit pas d'action de l'IA. Voilà, on voit des machines. On voit. Pour moi, c'est ça, peut-être plutôt la métaphore, ou plutôt l'icône. Moi, je trouve que c'est une cerise sur le gâteau, mais qui a quand même du sens, parce que c'est, encore une fois, ça fait partie de l'ironie du sort de l'histoire, dans le sens où finalement, le mec, il se retrouve vraiment seul à la fin, parce que en fait, tout le monde est remplaçable, et en fait, l'emploi qu'il convoite, bah, ce mec-là est aussi remplaçable. Donc lui, il dit l'IA à un moment, je pense que c'est pour le mettre dans notre époque actuelle, donc ça fait un peu cerise sur le gâteau, mais ça a quand même du sens, parce qu'en fait, dans l'idée, c'est, en fait, on est tous remplaçables, et on sera. Ce qui veut dire, c'est qu'on sera tous remplacés. Donc, il se bat pour quelque chose qui est en vrai, qui disparaîtra un jour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, je suis d'accord avec Guillaume, mais je trouve que ça a quand même du sens. Bah écoutez, moi, je sais pas. Merci. Sauf si tu voulais rajouter un quelque chose. Franchement, l'IA, pour moi, c'est pareil. Je trouve assez survolé, quoi. C'était juste. Voilà, c'est comme dire, on est en 2025. Et du coup, il en parle. C'est la dernière chose qui a achevé que tu sois pas convaincu par. Non, c'est pas ça. Mais je l'ai pas mis
en élément du fait que c'est vraiment dû à son licenciement, quoi que ce soit. C'est vraiment juste. Ouais. C'est un peu survolé, quoi. Donc Ok. je l'ai pas. Je comprends, j'étais assez d'accord sur ça. Alors, comme à notre habitude, pour faire le bilan en fait du film, après, je dis aussi pour tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, d'ailleurs, je l'ai pas du tout fait au début de l'émission, honte à moi, mais n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. On est en podcast partout, Spotify, Deezer, etc. Et même on en est, papier avec les on est, ciné. on est en papier avec l'Hebdo Ciné, on l'a dit rapidement, on le redira à la fin. On est en format papier qui est distribué notamment dans les cinémas en région parisienne pour le moment. Et puis, bien sûr, YouTube, en live sur Twitch, etc. Alors, à la fin, donc, on va faire un petit quiz. Rappelez-vous, on C'est aura... déjà fini là? Ouais, mais avant, mais attends qu'il y ait un bilan. Le temps du bilan, ça va... On va faire un petit quiz passe et on vite. va parler encore un peu plus à l'occasion de ce quiz de cinéma coréen. Et puis également, on aura les recommandations d'autres films. Donc, ça va être l'occasion de parler encore de Park Chan-wook. Donc, vous inquiétez pas, je sais qu'on a envie d'en Parce parler. que il y avait aussi encore un truc que je voulais parler par rapport au film, qu'on n'a pas trop abordé, c'était par rapport aussi à sa famille. Je sais pas si on aura le temps. Ah, bah écoute, on en parle maintenant, on fait C'est vrai la dernière partie, après on fait le J'y ai bilan. pensé un peu aussi. C'est quand même une Ok, partie, bon, alors, un élément. si c'est demander la famille, vous voulez parler de la famille Si on peut, hein. Enfin, c'est un moi, élément je- scénaristique oui, que du coup, peut-être on a survolé. par rapport à rapidement. sa femme et Tu voulais enfin, dire ses quoi, enfants. alors Du coup, Vas-y. en fait, moi, c'était juste rapidement, c'est en fait, pareil, ce qui fait aussi que j'ai eu un peu de mal avec le film, c'était la relation avec sa femme. En fait, pour moi, elle a un truc un peu incohérent au moment où elle se rend compte que son mari est un meurtrier. Tout simplement. Oui. Donc, tu vois, elle est vraiment. Le passage à ce moment-là. En ouais. fait, elle arrive dans le jardin, elle commence à enlever les trucs et tout, elle est au téléphone avec, et elle arrête de faire ça à un moment quand elle sait que globalement son mari est un meurtrier. Du coup, on se dit, du coup, elle le soutient. Parce qu'elle arrête, du coup, et en fait, non. Parce que la scène d'après, c'est on fait un câlin de 60 secondes. Et en gros, ils font un câlin parce qu'il en a besoin. Elle dit, je te laisse 1 minute. Et après, on comprend qu'elle décompte les minutes. Donc, on comprend qu'elle veut partir de ce câlin. Donc, de ce qu'on comprend, Ah, je c'est l'ai pas agoré pour ça. Pour moi, Moi, je le l'ai compris. soutien, moi, le Bah, soutien. pour Après, moi, c'est juste qu'elle est énervée, mais. Allez, Moi, je suis pas qu'un soutien. pour moi, au contraire, c'est que en fait, elle, je sais pas si c'est parce que elle ne veut pas que perdre, je sais pas, ses enfants ou d'autres trucs où elle a peur. En fait, je ne comprends pas ce qu'elle ressent en ce moment-là. C'est-à-dire, je ne comprends pas c'est quoi sa décision. C'est-à-dire, est-ce qu'elle le soutient vraiment ou pas. Elle a pas l'air vraiment de le soutenir parce que elle veut pas rester avec lui. Enfin, j'ai pas trop compris cette scène. En fait, j'ai été un peu sorti, quoi. Oui, c'est ok. Je vois sur la famille. Vous vouliez dire quelque chose sur... alors moi, je ressens très simplement. Elle commence à développer un dégoût pour son mari, mais en même temps, il sait qu'elle fait ça il fait ça pour la cellule familiale, et elle se dit en fait, je vais, si on peut le soutenir, en fait, je vais, tu vois, elle cache la vérité à son fils, elle va se mettre de son côté, mais il n'y a plus d'amour, quoi. Et ce câlin, finalement, il est quand même un peu plus long que ce qu'elle a annoncé au début, tu vois. Du coup, il y a Ah ce oui, truc c'est vrai, du, c'est vrai. en fait, je reste attaché pour moi à la figure de mon mari que j'aime, mais en même temps, là, à la fin, il y a plus d'amour dans la famille, quoi. Je suis d'accord avec toi, et pour ajouter, c'est que pour moi, c'est la caricature de ce que son mari est aussi. C'est qu'en réalité, sa femme, c'est la protectrice du foyer dès le début. C'est aussi, c'est une caricature, j'ai l'impression. Bah Ouais, tous les c'est- personnages sont des caricatures. sont des caricatures. C'est Mais ça, je veux dire, elle, en tant que personnage, elle est représentée comme la protectrice du foyer. Elle est la gardienne de ce foyer. Et d'ailleurs, c'est, je crois, à ce moment-là, quand elle est en train de découvrir qu'il y a cette surimpression d'image où on voit le foyer brûler sur cette surimpression, et où elle, en fait, elle prend sur elle. En fait, c'est comme si elle gardait un secret pour le bien du foyer. Et c'est pour ça qu'elle ment à son fils. C'est pour ça qu'elle dit rien, etc. Parce que imagine, genre, ça s'apprend. Je pense que c'est ça. C'est en fait tout volerait trop en éclats. Et comme il a dit, en fait, le foyer est présent. Tout, en fait, à la fin, tout est présent, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour, comme il a dit. En fait, tout ce qui était au début n'est plus, mais c'est la même situation. Et j'ai l'impression que le début était déjà factice. Ça veut dire que c'est ça le truc. C'est pour ça que la scène du début, je la comprends pas, parce que la scène d'introduction est déjà une scène factice Parce pour qu'ils sont moi. déjà Et condamnés. Park Chan-wook nous montre déjà ça. Donc ça veut Elle dire paraît tellement idéale et Parce que un pour moi, peu, ils sont déjà il condamnés. cette s'imagine famille est presque. déjà un peu factice, à Je part trouve, la je suis d'accord. fille Mais qui est parce un que peu c'est un différente idéal et qui est un peu factice. tu vois la fille. famille, il C'est ça. a un fils et une fille. Enfin, vraiment, c'est vraiment l'image travail famille patrie, quoi. Enfin, La relation Encore qu'ils ont en avec eux, la relation du père avec ses enfants, je la comprends pas trop. L'histoire de la fille qui joue à la fin, la musique dans sa chambre, et d'un seul coup il se rend compte que voilà, elle joue super bien et tout. Enfin, tout ça est amené
mais je ne comprends pas où vous voulez nous amener en fait. C'est plus ça que j'ai eu du mal. Bon, on a fait la parenthèse sur la famille, c'était intéressant, merci. Alors, les amis, notre habitude, c'est qu'en fait, pour le bilan du film, moi, j'aime bien lancer sur une citation. Avant, j'en citais plus. Maintenant, vous avez tellement de choses à dire. Une, voilà. c'est bien, ouais. Mais en gros, je dis une citation que je trouve intéressante, qui résume et qui va vous lancer un débat. Et en gros, l'idée, c'est que chacun à votre tour, vous pouvez ensuite y répondre pour dire si vous êtes d'accord ou pas et compléter. Balance, frérot. Voilà. Alors, cette citation, c'est le fameux Sgt. Pepper de Sens Critique, qui est une sonorité sur Sens Critique. Park Chan-wook, virtuose metteur en scène, s'en donne à cœur joie dans un traitement qui laisse toujours le grotesque au premier plan, comme on disait, la farce désactivant la possibilité d'une identification, voire d'une justification des actes. La manœuvre est certes habile, mais elle légitime également un déferlement formaliste qui peut s'avérer fatigant à la longue. C'est une critique volontairement pas négative, mais un peu en demi-teinte, parce que je sais que globalement, voilà, on tend à avoir loué beaucoup de choses, en tout cas vous deux surtout. Voilà, peut-être ça va vous lancer sur ces questions-là. Ouais, je crois que j'ai lu cette critique. Je suis pas entièrement d'accord avec la critique, mais avec ce petit extrait que tu as pris, j'ai pas grand-chose à dire. Hein, effectivement, oui, c'est vrai, ça peut être fatigant. Pour moi, ça l'a pas été. Ça l'a ça sera pas forcément en fait. Voilà. Parce que aussi la première scène est tellement kitsch qu'on se dit, ok, j'espère que le film il va faire autre chose quand même. Ok. Et il le fait. Et en fait, si on accepte dès la première scène, en fait, il nous vend un peu son projet, quoi. On sait vers quel genre de film on va se retrouver, quoi. On va pas tenter d'aller vers la vraisemblance et le réalisme, quoi. Bah, moi, c'est plutôt l'inverse. Du coup, c'était vraiment, je ne savais pas où le film allait m'amener. Il y avait vraiment 20 000 timelines. J'étais vraiment au début, ok, et le film avance. On est sur un mec qui s'est fait licencier. Et je pensais, pour vous dire, au moment, j'en avais discuté avec des amis avec qui j'étais allé, la scène au moment où il se rend compte qu'il y a par exemple les deux personnes qui sont en train qui ont une relation, qui trompent son mari, et que la personne, je me suis dit, en fait, le mec va devenir un protecteur des gens qu'il va vouloir tuer. Je pensais qu'il allait se retrouver à J'ai cru aussi, en fait sauver son mariage, puis après la personne qu'il allait tuer après, il allait lui arriver un truc, il allait le sauver d'un autre truc, et je pensais que le film allait se transformer comme ça. Et c'est ça en fait, c'est que le film prend en fait... je suis un peu d'accord sur la demi-teinte, c'est vraiment ce que j'ai dit au début, c'est il a le cul entre deux chaises. Et en fait, il ne prend pas vraiment de décision en fait. Voilà. Ok, je comprends. Et à Tom, pour finir. Non, moi je sais pas trop quoi dire, mais juste peut-être sur, on va dire, alors, parce qu'en fait j'ai même pas compris la critique, je t'avoue. En gros, à force d'être grotesque, à force justement d'être dans cette satire, tu t'attaches moins au personnage, tu vas moins être dans il est tellement dans la démonstration de mise en scène D'accord. que tu t'attaches pas à ce qui se passe, quoi. Moi, je dirais sur au niveau de l'attachement, c'est que je pense pas que le film ait cette volonté. Avec Pure Marmaille. Comment ? Pure Marmaille, l'attachement, le film. Voilà. Non, mais cette volonté de vouloir qu'on s'attache au personnage, un peu comme, je reprends cet exemple, c'est l'exemple récent que j'ai de Gourou, où moi je m'étais pas du tout attaché au personnage, et finalement, moi j'avais plus de l'empathie pour la famille qui subissait tout ça que pour le personnage principal. Et pour comparer juste à ces autres films, effectivement, c'est ce qui m'a manqué aussi dans ce film, c'est que moi, dans les autres films de Park Chan-wook, à la fin, je prenais toujours presque une clim. C'est que je ressentais vraiment quelque chose de profond sur ses fins ou sur ses personnages. Oui, les fins sont exceptionnelles. Là où j'avais vraiment plus une indifférence, on va dire. Mais je pense pas qu'il cherchait, et je pense pas qu'il cherchait autre chose non plus. Ah ouais, bah moi, tu vois, la fin, je me suis quand même dit, faut pas, on n'est pas dans une période où il faut se contenter de une petite stabilité, quoi. Je pense que en fait le film te dit le système il est tellement intrinsèquement pourri que si tu t'essayes de suivre le système, en fait tu finis complice, quoi. Quand je dis indifférent, c'est pas en mode à ce que le film disait, c'est plus par rapport à la chute des personnages. En fait, j'avais plus quelque chose pour la famille, en fait une forme de tragédie pour cette famille que pour le personnage principal qu'on suit tout du long, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Mais je veux dire globalement quand même moi j'ai quand même kiffé ce film. Alors écoutez les amis, merci beaucoup pour le bilan. Tout de suite on passe au moment qu'on attend tous. C'est le quiz. Et le quiz, je me suis amusé, je sais pas s'il est bon ou pas cette fois. On va lancer tout de suite, normalement on va l'entendre sur le plateau. Le jingle quiz, c'est parti.
il se passe quoi là Ok, c'est On avait fait le quiz. tout de suite que le quiz va commencer. Alors, je rappelle rapidement les règles parce que bon, là, effectivement, pour la plupart des chroniqueurs, en fait, c'est la première fois que vous le faites. J'ai pas révisé en plus. Vous avez Ah, moi non non, plus, mais ça j'ai va pas être très révisé. drôle. Alors, Je en suis gros, le champion en titre. Là. c'est Le dernier, c'est vrai moi. qu'il a, Tom a gagné, je précise, Si vous voulez la le trophée. dernière, il a été très très bon. Mais là, comme je sais à quel point vous êtes tous cinéphiles, en fait, ça va être un régal. Ah, ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Franchement, je sais pas du tout qui a gagné. On va voir. Le principe, c'est très simple. Vous pouvez répondre dès le début, dès que je commence la question. Voilà. Par contre, là où il faut pas se tromper, c'est que vous n'avez le droit qu'à une seule réponse, bien entendu. Ok. Vous pouvez pas gueuler à ça, On peut pas ça. spammer, on peut pas. Voilà. Ok. Donc en gros, Ah ouais, oh là voilà, là. je commence la question, mais Ouais. si vous répondez trop vite et que vous êtes précipité, bah, tant pis pour vous. J'accorde des points exceptionnels si tout le monde a répondu et que la question est vraiment compliquée et tout le monde a répondu et du coup là je dis vous avez le droit à une autre réponse. Ok. Mais sinon voilà. Mais c'est le plus rapide. Le plus rapide sinon. Oh là, Alors après, je précise aussi, c'est de plus en plus dur. Les premières questions sont très simples. Donc les premières questions, c'est plus le moment où vous pouvez aller à fond. Ok. Et après, voilà. C'est Super sur rapide, moi. Park Chan-wook ou sur le cinéma en général? Ça peut être tout. Ok. Mais alors ce cinéma en général, je vais pas parler de Scorsese ou de Ouais, Godard. En général, Voilà. ça peut avoir un lien. T'es dans- quand même Il y a un peu, toujours un lien. Il y aura un lien avec le film d'une manière ou d'une autre. Ok, Maintenant, ça marche. ouais. Ok. Ce que je voulais dire, oui, c'est que si vous nous suivez, voilà, n'hésitez pas à jouer aussi chez vous. Voilà, peu importe quand vous voyez l'émission en direct Ok. ou pas, c'est toujours un plaisir. Alors, première question. À quel festival international Park Chan-wook, Monstra de Venise. pas la Mostra de Venise, La Berlinade? Non. pas la Berlinale. J'aurais dû Je vais laisser faire la la fin. gueule. Il reste que Je toi, vais laisser voilà. la fin de Et question, c'est et vrai. puis- Du coup, il reste que toi en lice pour l'instant. À quel festival international Park Chan-wook a-t-il remporté le Grand Prix en 2004 En 2004, ouais, Bah, j'ai vous trop de pouvez mal. pas là. répondre. Je sais. Je vais dire le festival de Cannes. Oui, Cannes, Ouais, c'était Ok, exactement. ok, putain. Et pour quel J'aurais dû film en écouter la 2004 question en entier, je suis trop content. Ouais, C'était on est c'était débiles. pour Old Boy. Ouais, pour Old Boy. Qui a fait découvrir le cinéma coréen en France. Il y en avait très peu avant. C'est Ouais, c'est vrai. C'est Et qui ont été tournés quasiment en même temps. J'avais vu Old Boy et Sympathie de la Non. Vengeance. C'est pas Memories of Honor Death? Mais oui, c'est ça, exactement. Ah, mais ouais, Et c'est Sympathie for Vengeance c'est sorti après en France que Old Boy alors qu'il est sorti avant. Ouais. Oui, parce que c'est le même réel, mais c'est Exactement. ouais. ouais, c'était- Alors, donc un point. Bon, je compte en mettre. Pour Noah. On Je va vous laisse voir. répondre dès le début. Moi, Mais voilà, comme je l'ai dit, On a vous fait pouvez des erreurs, répondre on a fait quand vous l'erreur. voulez, et ensuite, voilà. On a joué la strat. Alors, quel film de Park Chan-wook ouvre sa célèbre trilogie de la vengeance? bah, c'est ça, Sympathie de Vengeance. Sympathie. Ouais, dis-le bien. Sympathie of the Vengeance. Je sais plus comment Sympathie ça for s'appelle. Mr. Force de Vengeance. Vengeance. Bon, je Ouais, l'ai- c'est je Monsieur t'accorde. Vengeance. Il l'avait, tout le monde l'avait en fait. mais Je j'ai- l'accorde à J'ai Anne. littéralement vu hier, donc Ça va, tu vois. on en a parlé donc on l'avait tous, mais c'est dur à parler. Oui, ouais, Sympathie ouais, for ouais, Mr. ouais. Vengeance, c'est compliqué. Ok, et c'est un film qui est tourné en 2002, voilà, juste avant Old Boy. Donc effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Park Chan-wook, on vous incite bien sûr ici fortement à découvrir sa filmographie. En fait, Park Chan-wook est en grande partie connu pour sa trilogie de la vengeance. Et en fait, c'est une trilogie qui est liée que dans la thématique. Il n'y a pas de lien de personnage ou d'histoire ou quoi. C'est juste que c'est des films qui parlent de vengeance, mais qui ne sont pas liés les uns aux autres. Voilà. Alors, quel film du réalisateur est un, donc Park Chan-wook, est un thriller érotique Mademoiselle, putain, je suis trop lent. qu'il a dit en premier? C'est. Je dirais Tom. Je sais pas, J'ai faut l'impression que demander c'était Tom. au- C'est demandé à la régie qui a Si, dit en premier. J'accorde un point pour chacun. Alors, pour moi, c'était. Toi, t'es venu juste après, mais pour moi, les Ouais. deux, on l'a dit en même temps, je crois. On verra la rediff. Voilà, on verra à la régie. J'allais dire, bon, j'aurais. C'est peut-être parce qu'il est plus proche que moi, et du coup la vitesse du son fait que. Du coup, je suis dégoûté. peut-être, J'aurais peut-être dû ouais. mettre au début quel film est une adaptation d'un roman de Sarah Waters. Il y aurait eu plus de longueur. vrai. Ouais. Parce que là, vous l'auriez pas eu. je pense. Si, je pense que je l'aurais eu, mais. Ah. Et du coup, là, c'est moi qui aurais gagné. C'est Ça toi fait qui ça as comme gagné. ça. Exactement. C'est plus précis. Voilà. Donc, Mademoiselle, 2016, finalement, il y a 10 ans exactement. J'allais dire s'il n'y a pas longtemps. Bon, si, quand même, 10 ans. Ah ouais, C'est vrai, t'as raison. Ouais. Alors, quel film, donc toujours Park Chan-wook, marque ses débuts en langue anglaise avec, Stalker. avec bien joué. Nicole Kidman? Qui est apparemment très mauvais, je l'ai pas Ah, vu. moi, je l'ai kiffé ce film. Ah ouais 3 points Ah ouais, et 2 ouais, points. ouais. Je l'ai pas vu. J'ai trop kiffé. Bah, exactement. Moi Et aussi, vous j'ai savez aimé. pourquoi ils sont partis faire des films aux États-Unis ou Bah, en anglaise ou d'autres pays? Bah, Pour moi, c'est explique-nous, des, peut-être pour moi, juste c'est un des peu plus. commandes. Comme, En fait, non. En fait, en 2013, en Corée du Sud, il y a une présidente qui est élue et qui était une des membres de la famille du dictateur qui était là avant en Corée du Sud et qui a fait une liste de 10 000 noms qui ne pourraient pas faire de film en Corée du Sud.
et c'est devenu un milieu dans lequel la Corée est devenue beaucoup plus conservatrice à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que tous les grands réalisateurs coréens sont partis s'exporter à l'étranger. C'est à ce moment-là qu'il a fait Snowpiercer, c'est à ce moment-là que Stalker est sorti, et en 2013, c'est aussi un autre film, je sais plus c'est quoi. Bref. Je suis un cyborg. Ouais, d'accord. Voilà. Donc Il y avait- C'est pas le Le dernier avec Schwarzenegger là le dernier rempart de Kim Ah, Jong-un. non, c'est pas ça. Ah, on mélange pas tout. Ouais. Non mais très intéressant En parce 2013, que c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu partis C'est ça. tous. Ils se sont tous exportés, c'est pas Oui, pour la dans volonté d'aller Domingo, faire des choses ailleurs forcément. Ok. Et dernier petit truc sur Intéressant. Stalker, le scénariste de Stalker est l'acteur qui joue dans Prison Break, l'acteur principal. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais Et Stalker vu. est une adaptation non officielle de L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock. Ok, trop bien. Voilà, qui est un film excellent aussi. Bah, merci pour toutes ces anecdotes. J'adore. J'adore. Donc 3 points, 2 points. Et Guillaume, tu es. 0 point, mais des anecdotes succulentes. Mais des anecdotes circulantes, Ça, exactement. Mais je sens que ça a remonté, Guillaume, sur les dernières questions. Alors, quel réalisateur sud-coréen a remporté la Palme d'Or en 2019 Bon Joon-ho. Bong Joon-ho. Ouais. Là, c'était. Ah, j'ai même pas rapide, essayé il est le rapide. premier. Il est vif, hein, non, il est vif. Voilà. Bon Joon-ho pour Parasite en 2019. Très bien. Et le- J'allais dire, celle-là, elle était assez facile quand même, parce que c'est connu. Bah, c'est le Bah, seul ouais. en plus. D'ailleurs, qui a pour ceux gagné. qui disent que aucun autre choix est une repompée des thèmes de Parasite, bah, le projet était antérieur à Parasite. Ah, c'est vrai qu'on en a pas Ouais. parlé, mais oui, aucun autre Surtout choix, que- ça fait longtemps que vous Franchement, Oui, non, mais il y les- en a qui disent ça, c'est les idiots. Ouais, mais c'est un peu voilà. abusé, quand Ils ont- même. ils ont Oui, quand parce même- qu'il y a une famille. Voilà. Mais Il y a une- Les- Et que ça parle ceux de qui ont social, vu quoi. le film Maison, coréen, ça, mais voilà. si tu mets une famille coréenne, ils font ouais, c'est Parasite. C'est bon quoi. Alors, quel film sud-coréen de 2016 met en scène une invasion de zombies dans un train? Dernier trip pour Busan. Ah, bien joué. Ouais. Wow. Et Qui était la suite d'un dessin animé. anecdote sur ce film. Non, l'anecdote. Anecdote sur ce film, je ne savais pas que c'était un film de zombies. C'est-à-dire, je suis allé voir ce film, je suis posé, j'ai regardé le film, je fais oh super, on suit une famille dans un train et tout. Et d'un seul coup, il y a des zombies de partout. J'ai fait mais c'est trop bien, tu vois. Ah, écoute, moi je savais pas que c'était un film coréen, donc je suis allé le voir en VF. Ok. Donc Ouais. très mauvaise séance Ouais, pour ma c'est part. Mauvaise séance. Ah, Bref. erreur stratégique. Ok. Là, bon, à mon sens, on passe sur des questions plus difficiles. En tout cas pour moi. Voilà. Peut-être pour vous, pas du tout. Ok. Quel réalisateur coréen est connu pour des œuvres contemplatives comme Printemps? Kim Ki-duk. Oui. Bravo. GG, franchement, Bravo. Et c'est celui qui a fait Il a Burning. explosé tout le monde offre-lui sur 3 Kim points. Ki-duk. Il a géré de ouf. Eh, mais c'est un peu le patron hein, encore Kim Ki-duk. C'est celui qui a Mais fait moi, j'ai jamais Burning vu ces aussi. films. Tu connais pas? Non. J'ai Justement, un doute sur parlez-moi Burning. d'un C'est peu. lui Burning aussi? Non, Burning, c'est. comment il s'appelle Non, c'est Kim. C'est un autre gars, Burning. C'est un autre Kim. Là, il a fait printemps, été, automne, hiver. Ok. Enfin, bravo. Bravo, Tom. Du coup, t'as 4 ou 5 points, je sais plus. 5. 6 points, mec. 6. Non, je crois que j'en ai On 4. recomptera. On recomptera. Je crois que vous êtes à Ouais. égalité, il me semble. Ah bon? Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu des doubles points, il y a eu 2 doubles points. Ah, il y a des doubles C'est points. falsifié. Ok. ici. Toujours, c'est la C'est jamais machine. très clair. Très bien. Alors, quel acteur fétiche de Park Chan-wook incarne le rôle principal dans Old Boy? Je pense à rien. Ah, Oh, j'aurais pas. Moi, les Ah, noms c'est très d'acteurs dur. coréens, écoute. Je pas à les retenir. Ouais, j'allais dire, c'est peut-être compliqué ce que je les ai pas. C'est Choi Min-sik. Choi Min-sik, bien sûr. Choi Min-sik. Comment tu veux retenir ça? Désolé pour la prononciation. Désolé. Encore une Ouais, fois, je sais c'est que- vrai que c'était Ok. compliqué. Allez, pour le fun. Bon, on verra comment je vous accorde le point. On va voir si ça se trouve quelqu'un l'aura. Quels sont les personnages en qui se déguisent les héros dans le bal? Dans le film, du coup. Aucun autre choix. Ah, Pocahontas et. James. Ouais, pas loin. C'est James. C'est John, John Ford, non, McTiernan. je sais pas. Je sais plus. un nom très américain, Mais c'est hyper cliché. John Smith. Ouais. bien joué. Bon, John Smith. il a dit Pocahontas. Ouais. Un demi-point chacun, j'ai dit John Allez, Smith. en vrai, je vous mets un point chacun. Eh, oh, mon premier point. Pocahontas. C'est mon Au dernier. passage, j'aimais bien cette scène au début, j'étais un peu mitigé. Après, enfin, surtout l'engueulade après. La quand il chute, se ouais, retrouve, voilà. l'explique. Ouais. Quand il- Très bien, l'explication. ouais. Ah, moi c'était j'aime bien un la petite arrivée de danse. Ouais, Moi moi aussi, aussi. c'était improbable. En fait, Ok. ça change du film. Ouais. donc, c'est- Ouais, ouais. Alors, quel réalisateur coréen a signé The Chaser 2008? Ah, Naonjing. Oui. T'es Putain, fort, mais t'es attends, fort. il est trop Ouais, fort. ouais, Ouais, il est trop il prend fort, la il est main. trop fort. Il prend la main. Il les connaît. Il prend la main sur Naonjing. Là, il met la Voilà. pression, mec. J'ai trop peur de toi. Ouais. Et c'est le marque qui marque le renouveau du cinéma coréen. Voilà. Ouais, bon, ça se discute. Apparemment, mais, Moi, je le Euh, kiffe, c'est vrai. Non, mais il est très bien. D'après ce que j'ai Il a vu, fait je The sens pas. Strangers aussi. ouais. Que je n'ai pas Le vu. renouveau, ouais, Et c'est- peut-être un peu abusé quand même. Peut-être abusé, mais. Et c'est qui le nom de celui qui a fait The Quiet Family? C'est pas lui aussi? Ah, je l'ai pas, non, je l'ai je pas. crois pas, je suis pas. Je suis pas sûr non plus. Hein. Vous nous répondrez dans les commentaires. Vous direz. Mais bref. Alors, dernière question. Dernière question. Je pense que si tu marques un point, tu arrives à Après, égalité. On moi, va les noms revérifier. même mais- de réel français, On te va je suis pas bon en nom. avec les Hein. comptes. J'ai jamais été bon en nom. Ok. Dans
Old Boy, combien d'années le protagoniste est-il 20 séquestré? ans. 10 ans. 4. Combien? 24. C'est 25. pas 10 ans? Non. Ah, pas ça. non. Ouais, En fait, je c'était 15 l'ai revu hier, du coup, Ok. c'est très vrai dans ma tête. C'est quoi? C'est 15 ans. 15 ans. J'étais en train de C'est dire. 15 ans, et vous savez, il marque des Oui. petits traits comme Ouais. ça, et du coup, il fait 5, 10, et ensuite 15. D'ailleurs, c'est marrant parce que Old Boy, c'est adapté d'un manga. Et dans le Oui. manga, le moment où il est dans sa prison, c'est une page, littéralement. Vraiment, c'est très très peu de temps. Ah, c'est et pas il un sort livre à en la page base 2, quoi. Et pas un roman, genre, non, c'est un il manga. a beaucoup Ok. plus développé dans Ouais. le film. J'adore parce que tu as beau ne pas avoir eu beaucoup de points, tu nous as donné des anecdotes succulentes. Les Tout le noms de monde a- famille coréens, le pire c'est que je vais au festival du film coréen de Paris tous les ans, mais alors je pourrais pas te Ah, mais sortir c'est dur, hein. le nom d'un réalisateur. Bah, il y en a que certains que je connais, il y en a, j'arrive pas à Mais, retenir. non, mais bravo, Bref. bravo Tom qui a gagné avec franchement Noah qui était pas loin. Franchement, vous avez été exceptionnel. C'était un plaisir. Mais bravo, c'était un c'est une plaisir. bonne les bataille. gars. Alors, rappelez-vous, n'oubliez pas de rester à la fin parce qu'à la fin, en fait, on a les recommandations des films qu'on a bien aimés qui sont sortis récemment. Mais avant, quand même, je prends un petit moment pour remercier toutes les personnes que j'ai ici présentes. Merci encore Noah déjà. Merci voilà, pour depuis l'invitation, les ça m'a fait plaisir C'est un plaisir de donc, venir. J'avais pas pu sur 28 ans. c'est ça, il voulait déjà venir C'est depuis vrai, longtemps. Bah, j'ai- écoute, tu reviendras avec plaisir. J'avais beaucoup aimé regarder vos critiques là-dessus. Et c'était cool. peut-être tu veux faire une rapide actualité sur les désinvoltes ou sur tes activités. Alors, on a sorti 2 Nikon il y a Ok. pas longtemps. Ça, c'est super avec notre association. Et non, bah écoute, là, on est en train de voir pour proposer peut-être un court-métrage prochainement. Donc, c'est vraiment bien, ça avance. On a récupéré du matériel. Ouais, donc pour rappeler, vous faites surtout des tournages, courts-métrages, c'est etc., que vous produisez, réalisez. Et puis vous avez beaucoup de gens dans votre équipe, voilà, des C'est chefs-op, ça. des réals et du matos. Bah, 2 d'entre vous sont des désinvols. C'est donc, vrai, effectivement. donc, voilà. Moi-même, depuis, ça fait quoi, 4 ans que je suis dans les involtes, peut-être ou Belle 5 ans. lurette, hein. Non, peut-être plus. Et Guillaume, voilà, vu que c'est la première fois aussi que t'es à donc tu réalises des émissions où tu peux parler peut-être de l'hebdo ciné. C'est vrai. Alors les deux ciné c'est super parce que c'est pas comme ce que j'ai fait là, c'est-à-dire c'est pas décousu, on a le temps d'écrire, hein, donc on essaye de poser une pensée. En même temps c'est très court, ça se lit en 5 minutes, hein, vraiment de page 1 à page 4. Et c'est toutes les semaines, 4 films qui sont sortis le mercredi dernier, ça sort le lundi. Donc c'est quand même relativement d'actualité. Un édito qui parle aussi un peu de l'actualité et une carte blanche sur n'importe quel sujet, généralement qui parle de cinéma, mais ça peut être une soupe aux lentilles, moi je dirais pas non. C'est vraiment- c'est la carte Donc, blanche, c'est libre. N'hésitez pas déjà pour vous renseigner rapidement sur ce qui sort, pour peut-être avoir un petit avis orienté dans l'édito, et puis surtout voilà, pour lire les critiques de super critiques. Voilà. Ça, et on en a pas mal, j'en Si avais vous plus d'une préférez, vingtaine dans les voilà. ciné. Donc c'est le journal qui est produit par l'association et en fait voilà, c'est comme le nom l'indique, hebdomadaire, hebdo ciné. Donc Ouais. toutes les semaines 4 critiques de films, carte blanche, top, etc. C'est un régal. Bah, merci beaucoup Guillaume d'être là et merci aussi à Tom. Bon Tom c'est un habitué, mais voilà que Tom qui est depuis l'origine de l'association, ça fait toujours plaisir. Ouais, très content. Et je remercie également toutes les personnes en fait qui nous ont aidés parce qu'on n'est pas seul, on fait pas ça tout seul. Déjà, Teddy Lenoir, Samuel Roland qui réalise. Samuel, voilà, pour la première fois. C'est un plaisir de vous avoir. Merci Antoine Courret et la maison étudiante, comme toujours, de nous inviter ici. Merci à Nathan Paillusson, ingé son, le fameux Paillusson qui fait toujours ingénieur son sur les émissions, enfin très souvent. Également Guillaume Larive depuis un moment qui fait les mixages, si aussi la qualité du son s'est améliorée, c'est également grâce à Guillaume, merci. Oura Studio pour les graphismes, Paul Battista comme toujours qui a fait la musique, le jingle, voilà, et puis tous les membres de Radio Ciné qui nous soutiennent. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, on lit tous les commentaires en réponse, c'est un plaisir. Voilà, et puis avant de conclure, on fait quoi ? On fait tout simplement les recos. Souvenez-vous, c'est donc les recommandations d'un film. Alors, je sais ici que ça va pas être forcément très respecté, mais en gros, idéalement, c'est un film sorti récemment au cinéma qu'on a aimé. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller sur du... bon, pas forcément Park Chan-wook, mais en tout cas, soit un film qui est lié, soit voilà, un autre film du réalisateur. Ok, très bien. Alors, qui veut commencer ? Bah vas-y, Noah. C'est vrai que moi de mon côté j'ai pas vu beaucoup de films, enfin ceux que j'ai vus étaient pas vraiment dans ce que j'avais pas vraiment apprécié, donc je peux peut-être conseiller quand même un film que j'ai bien aimé de Park Chan-wook qui est pas le plus connu, c'est First, Ceci est mon sang, que j'avais beaucoup Ok, apprécié. je l'ai pas vu, figure-toi. Et il est vraiment particulier, c'est vraiment, enfin en une phrase, c'est un prêtre qui devient un vampire.
Et juste l'idée est trop bien. L'idée est trop bien. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé ce film. J'ai trouvé voilà, dans la veine de ce que j'apprécie dans ces films. Voilà. Merci beaucoup pour cette reco. Et j'irai le voir rapidement, puisque il me manque à ma liste. Guillaume, à toi. Oui, je vais en faire 2. T'as le droit, c'est exceptionnel. J'essaie d'être rapide. D'abord, au cinéma qui sort actuellement, enfin qui est sorti il y a quelques semaines de ça, c'est La Grazia, le dernier Paolo Sorrentino, qui est pour moi son meilleur depuis longtemps, qui ressemble au début à une sorte de thriller politique, mais qui n'en est finalement pas du tout un, qui parle d'un président qui va devoir signer ou pas un décret sur la fin de vie. Et qui est lui-même assez vieux, qui lui-même approche de sa fin de vie en fait, et qui se pose des questions, et qui est catholique. Alors voilà, forcément le pape ne veut pas qu'il le signe, son parti veut plutôt qu'il le signe. Mais voilà, comme j'ai dit, ça parle finalement assez peu de politique, et c'est vraiment, on pourrait en parler des heures, donc je vais pas aller dans les détails, mais c'est le meilleur de Sorrentino depuis longtemps, donc allez le voir. Et si vous avez aimé aucun autre choix, il y a un film japonais qui n'est pas encore sorti, qui était au festival de Hanabi, des saisons Hanabi, et qui s'appelle Sous le ciel de Kyoto. Et quand on lit le synopsis de Sous le ciel de Kyoto, on a l'impression qu'on a vu ça 1 million de fois et que ça va être une comédie romantique pas très intéressante. Et en fait, en termes de mise en scène, voilà, c'est pareil. Il y a toutes les idées, il y a un truc, tous les plans sont inventifs, innovants, les acteurs sont exceptionnels. Voilà, il n'y a rien à acheter dans ce film. C'est aussi, voilà, si vous aimez les films boursouflés de mise en scène, pour moi, donc le cinéma japonais. Le cinéma japonais, c'est absolument. Ça n'a rien à voir en termes de c'est boursouflé comme celui-ci, mais c'est pas ça n'a rien à voir. C'est pas. Oui, pas voilà, je ne dis pas que c'est la même chose du tout. Voilà, mais merci pour tes 2 recos. Excellente. Voilà. Et moi, je vais faire simple parce que les films que j'ai vus récemment au cinéma, j'ai pas forcément envie de les recommander. Mais du coup, vu qu'on est sur Park Chan-wook et qu'on va peut-être pas reparler de Park Chan-wook d'ici, voilà. Pas tout de suite, peut-être. Je vais dire, moi, je vais recommander un film aussi moins connu de Park Chan-wook qui est mon film préféré de ce réalisateur, qui est GSA, Joint Security Area. C'est vrai qu'on en a même pas parlé de toute l'émission. Vas-y, c'est le moment de GSA. C'est pas le film, c'est un des derniers films que j'ai vu, enfin c'est un des derniers films que j'ai vu de sa filmographie, mais je l'ai vu en plus sur un putain d'ordi. Je me rappelle quand j'étais à la plage pendant les vacances d'été, quand on devait faire notre mémoire en master. Et non, mais ça m'a marqué. Précis. Et en fait, ce film m'a fait rire, pleurer et m'a fait se ressentir toutes les émotions possibles. Et j'ai trouvé ce film extrêmement humain. Ça parle en fait du conflit, surtout des 2 Corées. En gros, c'est... ça va être trop long à expliquer, mais c'est des soldats nord-coréens et de Corée du Sud qui en fait finissent par se rencontrer. Ça se passe à la frontière. Voilà, et se voient en cachette. Et ça parle vraiment du conflit des 2 Corées, mais je trouve que le film... peut se transposer à plein de situations de conflit et il transpire l'humanité et genre il m'a vraiment touché profondément ce film. Et merci d'ailleurs pour la reco parce que c'est suivant tes conseils que je l'ai vu et j'ai aussi c'est un de mes films préférés de Park Chan-wook. Ça me fait plaisir. Donc voilà, c'était JSA la reco de Tom et ma petite reco très rapidement, en fait c'est tout simple, ça va être le couperet de Costa Gavras, voilà, puisque vous ne l'avez pas vu, en fait ça fait le parallèle, on l'a déjà cité dans l'émission mais je trouve ça intéressant, si vous avez adoré ou pas, parce que les 2 marchent, aucun autre choix, c'est intéressant de faire la comparaison puisqu'ils sont quand même assez différents, même si c'est la même histoire. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Ça nous a fait très plaisir de parler pour la première fois de cinéma coréen, de parler de Park Chan-wook. C'était un régal. En plus, avec de nouveaux chroniqueurs ici, c'était vraiment trop bien. Donc, on remet ça une prochaine fois. Et puis, on se dit à la prochaine. C'était Radio Ciné. Ciao!